Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Doha en début d'après-midi. Toujours dans l'actualité nationale, la Banque centrale a organisé la conférence du système d'information sous son acronyme BCA. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Égypte, un énorme incendie a ravagé un siège de la police à Ismaïla. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé en début d'après-midi à Doha, capitale du Qatar, où il prend part à l'exposition internationale de l'horticulture 2023 qui ouvre ses portes aujourd'hui à Doha. À son arrivée à l'aéroport international du Qatar, le président de la République est accueilli chaleureusement par des hauts responsables du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Première dans son genre, l'Expo Doha 2023, qui est un événement tant attendu, a pour thème un désert vert, un meilleur environnement. Situé dans un cadre unique, l'expo de cette année se tient au cœur du capital, dans un lieu botanique luxuriant aménagé pour l'occasion qui sera pendant 6 mois un lieu de rencontre internationale pour parler des techniques et les perspectives d'accroissement des produits tirés des récoltes de la terre. Rappelons que l'objectif de l'Expo internationale de l'horticulture est de célébrer la beauté de la nature tout en mettant en lumière des questions cruciales telles que la conservation de la biodiversité, l'agriculture durable et l'importance de la préservation des écosystèmes fragiles. Des experts horticulteurs, des chercheurs en botanique et des environnementalistes du monde entier se sont réunis pour partager leurs connaissances et leur passion avec les visiteurs. La République de Djibouti, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a depuis longtemps mis en avant une politique portée sur la promotion et la conservation des biodiversités, la préservation de l'écosystème et de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Outre le président djiboutien, plusieurs dirigeants issus des 80 pays sont conviés pour prendre part à l'Expo 2023 à Doha. Retour à Djibouti, où la crise sismique qui a débuté le 28 septembre 2023 à 4h22 heure locale dans le golfe de Tadjoura, près de l'île Moucha, est toujours en cours. Les nombres de tremblements de terre enregistrés ont fortement diminué depuis hier. L'observatoire d'Arta a enregistré 148 événements les dernières 24 heures. Aucun séisme ressenti durant ces dernières 24 heures. Depuis le début de cette crise sismique, l'observatoire géophysique d'Arta a enregistré plus de 1429 séismes. La majorité des séismes ont des magnitudes inférieures de 3. Les 26 séismes sont des magnitudes comprises entre 3 à 3,5. 17 ont des magnitudes comprises entre 3,5 à 4. 5 séismes ont des magnitudes comprises entre 4 à 4,5. Les épicentres sont toujours localisés à l'extrémité sud-ouest de la fosse d'Obok. Les profondeurs de séisme est localisée et varient entre 5 à 11 km. Cette crise sismique possède l'ensemble des caractéristiques des crises d'origine volcano-tectonique. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi afin de renforcer la préparation de la gestion des risques en milieu scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé aujourd'hui un atelier de formation sur la gestion des risques et catastrophes au centre de formation de l'enseignement fondamental. La cérémonie de lancement de cet atelier a été présidée par M. Mohamed Abdullah Mayoub, secrétaire général du ministère, en présence de M. Mohamed Madar, secrétaire exécutif, et M. Abdeldir Guiré, directeur général de l'enseignement, et Mme Aïcha Farah El-Tere, directrice générale du CFF, ainsi que des responsables de la protection civile. M. Mohamed Abdullah Mayoub a souligné l'importance de cette formation, mettant en avant le rôle crucial des chefs d'établissement dans la sécurité des élèves et des enseignants en cas d'urgence. Il a appelé les chefs d'établissement à élaborer dès aujourd'hui des plans d'évacuation incluant des itinéraires de secours et des sites de regroupement pour faire face au séisme. Par la suite, les membres du comité technique ont exposé aux participants le plan de contingence de l'éducation élaboré en 2021 dans le cadre de riposte contre la pandémie Covid-19.
Ces plans identifient les principaux risques à Djibouti-Ville, notamment les inondations, les séismes, les épidémies et les sécheresses, ainsi que le changement climatique. Et enfin, le secrétaire exécutif de la gestion risques et catastrophes au ministère de l'Intérieur a également exhorté les chefs d'établissement à mettre en place ces plans et a annoncé que le commandement de la protection civile et son équipe se rendront dans les établissements pour les aider à les préparer. En conclusion, la télé et le secrétaire général a exprimé ses remerciements au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour le soutien du ministère de l'Intérieur dans ces démarches visant à préparer enseignants et élèves à faire face à tout type de risques, notamment les séismes dont les conséquences peuvent être dramatiques. Les chefs d'établissement ont été appelés à réunir les enseignants dès demain pour une sensibilisation accrue aux risques sismiques. Et comme je vous disais, tous les acteurs sont engagés dans l'objectif commun de rendre les écoles, collèges, lycées et centres de formation plus résilients aux catastrophes. En parallèle, les équipes techniques du génie civil du MENFOP entreprennent une évaluation post-sismique dans tous les établissements scolaires. Écoutons-les. Nous sommes en train de vivre des secousses sismiques. L'objet de cette formation est de pouvoir gérer, n'est-ce pas, dans nos établissements, ces risques-là. Pour cela, nous avons donc prévu de mettre en place un plan de contingence pour prévoir déjà des risques de vulnérabilité dans chacun de nos établissements, puis de mettre en place un plan d'évacuation, par exemple un point de rassemblement en cas de séisme. Comme on le sait, il y a aussi d'autres risques, bien sûr, l'inondation, mais aussi l'incendie. Donc, pour tout cela, donc, nous avons été sollicités et il y avait pour cette formation également d'autres experts, la protection civile, et il y avait aussi le secrétaire général donc, de la gestion des catastrophes du ministère de l'Intérieur. Nous avons pu poser des questions sur la manière, n'est-ce pas, de procéder, sur la manière donc, de gérer une crise. Et Inch'Allah, comme tous les pays qui sont préparés en avance pour gérer cette crise, nous serons donc à mesure de pouvoir gérer ces crises dans nos établissements, Inch'Allah. Nous avons organisé ce matin un atelier au profit de tous les chefs d'établissement de la région d'Ali-Sébié, un atelier de partage d'informations sur les directives édictées par le MENFOP dans le cadre de la gestion des catastrophes. Nous nous sommes fixés deux objectifs principaux. Dans un premier temps, nous avons travaillé avec le directeur d'école de la mise en pratique d'un plan d'urgence de secours ou plan de contingence qui doivent se développer dans les établissements scolaires en cas de tremblement de terre ou de catastrophe. Dans un deuxième temps, nous avons discuté, travaillé sur la vulgarisation de ces plans auprès de la communauté éducative afin que ces derniers puissent être sensibilisés sur les conduites à tenir en cas de tremblement de terre. Donc tout s'est bien déroulé. Nous remercions le ministre de l'Éducation nationale et les cadres du MINEFOP pour nous avoir fourni tous les apports techniques et théoriques pour que cet atelier se... Autre actualité et autre phénomène, la région allant de la côte somalienne jusqu'au golfe de Tadjoura est actuellement le théâtre d'un phénomène fascinant et vital pour l'écosystème marin. La concentration de chlorophylle due à la floraison de phytoplancton. Ce phénomène, rappelons-le, annuel, a attiré l'attention des chercheurs, des environnementalistes du monde entier. Il est également responsable de la couleur rouge-marron des eaux de la région. Les phytoplanctons, composés de micro-algues en suspension dans l'eau de mer, est essentiel à la chaîne alimentaire marine et joue un rôle crucial dans la régulation de la composition chimique de l'océan. Lorsque ces micro-algues se multiplient en nombre, elles peuvent donner une teinte rougeâtre ou marron. L'eau de mer, un phénomène connu sous le nom bloom phytoplanctonique. Les scientifiques du CERD expliquent que la couleur rouge-marron de l'eau est directement liée à la concentration de chlorophylle dans le phytoplancton. Lorsque ces micro-organismes prolifèrent en grand nombre, ils absorbent la lumière du soleil et réfléchissent différentes longueurs d'onde, donnant ainsi cette teinte caractérisée à l'eau.
Ce phénomène de coloration peut être impressionnant à observer, mais il a également des implications écologiques importantes. La floraison de phytoplancton crée un bouleversement dans l'écosystème marin car elle augmente la disponibilité de la nourriture pour de nombreuses espèces marines. Cependant, un bloom phytoplanctonique excessif peut également entraîner des problèmes environnementaux, notamment une diminution de l'oxygène dissous dans l'eau, ce qui peut nuire à la faune marine. La concentration de chlorophylle dans les eaux de la Corne d'Afrique est un rappel à la fragilité de nos écosystèmes marins et de la nécessité de protéger ces ressources cruciales pour la vie marine et la planète dans son ensemble. Tout à fait autre chose. Le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Osman, a présidé aujourd'hui à l'hôtel Sheraton de Djibouti la conférence annuelle des pays utilisateurs du système d'information sous son acronyme Banking Supervision Application, communément appelé le BCA. Des experts des différentes banques centrales des 20 pays utilisateurs du système du BCA, 60 délégués ainsi que des hauts cadres de la Banque centrale des différentes banques commerciales de Djibouti ont pris part à cette conférence annuelle qui est organisée par la Banque de Djibouti. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Osman, a rappelé que les caractéristiques et les avantages de ce système qui est développé par des experts africains et a souligné la fierté de la Banque centrale de Djibouti de faire partie des pays membres qui ont décidé de mutualiser leurs connaissances en matière de supervision bancaire. Il a tenu à rappeler aussi qu'avec les réformes initiées par la Banque centrale de Djibouti, le secteur financier djiboutien a connu des profondes mutations au cours de ces dernières années. La BCA s'inscrit dans le cadre du renforcement, a-t-il dit, de supervision des institutions financières et de doter la service de la supervision les moyens techniques pour réaliser une surveillance efficace à la hauteur de l'expansion. BSA, vous le savez, comme vient de le décrire Omar, mon collègue Omar, est un produit exceptionnel pour notre métier, pour la fonction que nous exerçons en tant que banquier central. C'est un outil de travail qui a été initié il y a maintenant une quinzaine d'années par l'Afrique australe et qui depuis n'arrête pas de faire adhérer l'ensemble des continents. C'est aussi un produit africain qui a été conçu par des banques centrales africaines. C'est un outil exceptionnel dans la mesure où il représente pratiquement les seuls instruments qui permet de faire un partage interafricain. Autrement dit, c'est un peu à la mode, la coopération sud-sud. C'est un outil qui nous permet de faciliter notre métier principal, qui est donc d'assurer la stabilité financière de nos pays respectifs, dans la mesure où il nous facilite la tâche. La collecte des informations, le traitement, l'harmonisation, les extractions que nous devons partager avec les banques qui sont en amont et qui nous transmettent toutes ces informations pour que nous puissions finalement assurer notre métier de la manière la plus efficiente, tout en tenant compte de l'évolution de la technologie, des risques qui changent avec la modernité, de l'évolution de notre environnement économique, l'adapter en permanence. C'est le but principalement de cet atelier de ce jour. Ça vous permettra d'échanger nos expériences respectives. Ça nous permettra d'actualiser toutes les remarques qui sont faites sur l'évolution des conceptions, des programmes qui ont vécu ce qu'il reste à parfaire. Eh bien, c'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout juste. Eh bien, c'était l'appel à la prière. Comme je vous le disais, ces travaux qui vont se dérouler sur 5 jours vont permettre aux différents pays d'échanger, de partager d'informations essentielles, d'explorer de nouvelles perspectives et de renforcer la collaboration entre les parties prenantes du secteur bancaire. Écoutons aussi quelques réactions recueillies par notre équipe qui était sur place. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis à Sheraton pour faire la présentation du système Bank Supervision Application, BSA, qu'on appelle communément, qui est utilisé par une trentaine de pays africains. Aujourd'hui, Djibouti a été choisi pour refaire cette réunion annuelle de tous les pays utilisateurs du système BSA. Et nous sommes fiers d'accueillir 20 pays africains. Pour rappel, ce système, c'est un système qui a été développé pour les banques centrales
par les banques centrales des pays de l'Afrique. Et c'est une fierté pour nous de faire partie de cette famille. Et aujourd'hui, la Banque centrale de Djibouti accueille cet événement à Sheraton. Et c'est une fierté pour nous d'accueillir tous ces pays frères ici à Djibouti pour leur présenter les différents progrès qui ont été accomplis et surtout les systèmes BSA, ce qu'il permet. Donc nous allons avoir 5 jours de réunions intenses donc, à Sheraton. Et il y aura, parmi ces 5 jours, il y aura une journée qui sera consacrée à faire une promotion de notre pays, donc Djibouti, et nous allons faire découvrir les merveilles de Djibouti à tous ces pays frères africains. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement organisé hier, fin de matinée, un atelier de formation des experts nationaux sur l'inventaire de gaz à effet de serre avec l'outil IPCC 2006. Participé à cet atelier, outre le secrétaire général du ministère de l'Environnement, les hauts cadres du ministère de l'Environnement, la représentante du PNUD, ainsi que les responsables des parties prenantes. Eh bien, la représentante du PNUD a dans son discours précisé l'importance que revêt cet atelier qui a pour objectif de doter les acteurs clés nationaux des compétences, des connaissances sur les méthodologies d'inventaire des émissions à gaz à effet de serre grâce au logiciel développé par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce renforcement des compétences en matière d'inventaire de gaz à effet de serre permettra à Djibouti d'être capable de mesurer et de surveiller efficacement l'émission de gaz à effet de serre et par la suite de concevoir des stratégies d'atténuation adaptées au contexte local. Compris l'ampleur des enjeux mondiaux et qui a adhéré donc à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique et ratifié donc l'accord de Paris. Ceci témoigne donc de sa volonté de jouer un rôle actif dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le pays. Plusieurs initiatives donc sont déployées et parmi ces initiatives, il est important de souligner que le pays prépare son premier rapport biennal actualisé sur les contributions nationales déterminées dans le cadre de l'accord de Paris. Et donc cette révision du cadre national déterminé est soutenue par le PNUD. De son côté, le PNUD, à travers l'initiative Promesse Climat, accompagne plusieurs pays, dont Djibouti, pour à la fois évaluer les efforts qui sont faits, mais également renforcer les ambitions et les engagements nationaux. Eh bien, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, dans son intervention, remerciait tous les participants des parties prenantes, ainsi que la représentante du PNUD. En ce sens, dans votre présence, a-t-il dit, témoin de l'intérêt que vous portez au changement climatique et qui est le plus grand défi de la planète, a-t-il dit. Toujours Djibouti en tant que nation engagée en faveur du développement durable, mais aussi en tant que pays très vulnérable aux impacts du changement climatique, a clairement compris l'ampleur de l'enjeu mondial qu'est le changement climatique, a-t-il ajouté. Écoutons-le. Le climatique constitue le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée et la plus grande menace pour toutes les composantes de la vie de nos populations et des écosystèmes naturels. L'Afrique n'est pas historiquement responsable du changement climatique, mais c'est elle qui est confrontée à des risques disproportionnés découlant des phénomènes météorologiques imprévisibles, notamment des sécheresses prolongées et des inondations dévastatrices, des incendies de forêt, des cyclones, qui provoquent des crises humanitaires massives avec des impacts néfastes sur les économies, la santé, l'éducation, l'environnement, la paix et la sécurité, entre autres. Le récent rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique confirme que l'Afrique se réchauffe plus rapidement que le reste du monde et que s'il ne s'atténue pas, le changement climatique continuera d'avoir des impacts négatifs sur les économies et les sociétés africaines et d'entraver la croissance économique et le bien-être des populations. Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti n'est pas épargnée par les effets néfastes du changement climatique, notamment la dégradation des terres, les sécheresses, les inondations, les cyclones, l'élévation du niveau de la mer et de la température moyenne de l'atmosphère, la diminution du pouvoir d'achat des couches les plus vulnérables. Face à ce choc climatique, la République de Djibouti s'est résolument engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, dans sa contribution nationale déterminée, notre pays s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% à l'horizon 2030 par rapport au scénario de référence. Pour ce faire, le gouvernement de Djibouti met en œuvre des actions concrètes et orientées vers des technologies propres ou le développement des énergies renouvelables telles que la géothermie, l'éolienne et le solaire.
Dans cette optique, plusieurs projets d'atténuation au changement climatique sont financés, notamment le parc éolien de Goubet, l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie, la construction de la ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba, ou en cours de finalisation, notamment projet solaire de Bara, projet de géothermie. En outre, notre contribution nationale déterminée soutient également la transition écologique d'autres secteurs ayant un potentiel d'intégration, comme les zones côtières, le transport, l'agriculture, l'élevage ou la foresterie. Direction le sud du pays où une mission du ministère du Travail chargée de la formalisation et de la protection sociale, conduite par le secrétaire exécutif chargé de la réforme et de l'administration, s'est rendue dans la région de Dikil pour un atelier de sensibilisation sur les acquis et perspectives de la réforme. Cette mission, composée du secrétaire général du ministère délégué chargé de la décentralisation, M. Mohamed Issa Farraj, du directeur général de l'UNAP, Charmak Idriss Ali, a été chaleureusement accueilli par le préfet de Dikil, M. Hassan Abdi Roble, à la préfecture, symbolisant ainsi le lancement de cette initiative cruciale. Lors de cette première rencontre, les participants ont eu l'occasion d'un échange courtois et informatif, jetant ainsi les bases d'une collaboration fructueuse à venir par la suite. La mission s'est dirigée vers le conseil régional de Dikil. L'atelier a débuté avec des interventions d'officiels, des premiers plans. Le vice-président du conseil régional, du secrétaire général du ministère de la décentralisation ont prononcé des mots de bienvenue, suivis par le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration qui a exposé les objectifs attendus de cet événement essentiel. Écoutons à présent le chargé de réforme, M. Mohamed Awal Dir. De faire le point sur nos réalisations passées, identifier les défis actuels et futurs et de forger un avenir où l'administration publique de Djibouti sera plus efficace, transparente et au service de notre population. La réforme de l'administration fait partie des priorités du gouvernement car elle touche à la manière dont notre gouvernement fonctionne au quotidien. Elle a un impact direct sur la vie de chaque citoyen, qu'il s'agisse de la prestation de services publics, de la gestion des ressources publiques, de la lutte contre la corruption ou de la promotion de la transparence et de la responsabilité. En tant que nation en développement, il est impératif que nous tirons parti de l'efficacité de notre administration pour atteindre nos objectifs de développement socio-économique. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner les réalisations de la réforme de l'administration. Au cours des dernières années, nous avons entrepris des efforts pour moderniser notre administration en matière de renforcement des capacités des agents de l'État, en améliorant les processus de prestation de services par le biais de la déclaration de services aux citoyens, en modernisant les services des impôts et de la fiscalité et en innovant les textes statutaires de la fonction publique pour renforcer la bonne gouvernance. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous devons relever plusieurs défis. Au cours du mois de novembre 2023, le ministère du Travail, par le biais du secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration, organise un colloque national avec l'encadrement des experts internationaux pour entamer une nouvelle stratégie de la réforme. Eh bien, au cours de cet atelier de sensibilisation sur les acquis et les perspectives de la réforme de l'administration, les participants ont activement discuté, partagé leurs idées et leur expérience et exprimé leurs doléances. Ces contributions précieuses seront présentées lors du colloque national sur la réforme prévu pour le mois de novembre 2023. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de la décentralisation. Certainement pas la première fois que nos deux ministères vont sillonner les régions de l'intérieur, ni pour la première fois, ni pour la dernière fois. Car l'administration n'est pas une structure figée. Elle est amenée à évoluer dans son fonctionnement, dans son organisation, dans son mode de gestion. Et ceci pour mieux répondre aux besoins des usagers. Elle est amenée à évoluer avec le temps et à intégrer des nouveaux paramètres. On le dit souvent. C'est vrai qu'elle produit, qu'elle mène des activités de service public, c'est-à-dire d'intérêt général, mais ce n'est pas pour autant qu'elle doit se passer de certains principes
comme l'obligation des résultats, l'exigence, oui, de la rentabilité et des objectifs de performance. Cela dit, quand on parle de l'administration, elle inclut bien sûr l'administration centrale et l'administration territoriale. C'est vrai qu'au niveau des régions, le services déconcentrés ne sont pas encore suffisamment pourvus en moyens financiers, humains et matériels pour subvenir aux besoins des usagers, mais ce sont là des objectifs que nous cherchons à atteindre. Et dans l'actualité internationale, je vous dis, dans le titre, au moins 38 personnes ont été blessées dans un incendie ayant ravagé aujourd'hui les QG de la police à Ismaïlia, l'une des plus grands bâtiments de cette ville égyptienne située sur la rive occidentale du canal de Suez, selon le ministère de la Santé. Maîtrisé dans la matinée, le feu dont l'origine n'était pas connue dans l'immédiat s'est déclaré au siège de la direction de la sûreté avant l'aube. Des images mises en ligne montrent d'immenses flammes dévorant les nombreux étages, l'imposant immeuble de pierre occupé par des policiers. À l'arrivée des premiers services de secours, l'incendie avait envahi tout le bâtiment de la direction de la sûreté de cette ville du nord-est de l'Égypte. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour nos programmes télévisés.